Bonsoir, bonjour, bienvenue dans Smart Sport. Au sommaire de cette édition rugby mondial, la SNCF entre en mêlée. Quel budget, quelles activations? Tennis, l'US Open se dispute en ce moment. Le directeur commercial monde de Wilson sera avec moi sur ce plateau. Autre sport de raquette, le squash. Paris accueille face à la Tour Eiffel l'élite mondiale de la discipline. Comment finance-t-on un tel événement? Enfin, cap grand large, nous embarquerons sur la course du Figaro-Paprec. On a acquis le naming. Pourquoi? Combien? Gros plan dans cette édition. La France vit au rythme de son 15, le 15 de l'équipe de France. Ce mondial de rugby est disputé par 20 équipes dans 10 villes. Et pour allier les sites de compétition, la SNCF a décidé d'entrer en mêlée. Bonjour Laurent Guillemette, vous êtes en charge des grands événements sportifs à la SNCF. Là, c'est un grand événement sportif. Bonjour Pierre, effectivement, c'est un grand événement sportif populaire qu'on est vraiment très heureux d'accompagner. Comme souvent, depuis 92, JO d'Albertville, on a France 98, on a eu l'Euro 2016, plus récemment les filles pour la Coupe du Monde de FIFA qu'on a connue en France, et puis on aura l'année prochaine, forcément, Paris 2024. Quelques chiffres pour nous montrer à quel point le déploiement est massif. Quelques chiffres, plus de 800 volontaires SNCF qui vont venir accompagner, tous les spectateurs qui vont transiter dans nos gares ou dans nos trains. À peu près 2 millions de personnes qu'on va transporter, bien évidemment, sur Saint-Denis. Un volume important avec la ligne D et la ligne B qui alimentent majoritairement, le Stade de France. Et puis après, d'un point de vue plus technique, pour les équipes, ça va être 80 transports d'équipes pendant la compétition. Chose assez nouvelle, mais on en reviendra, j'imagine, un peu plus tard. Et d'ailleurs, ça a démarré hier. Les Blacks sont arrivés et déjà transportés par nos trains. Alors ça a commencé même un petit peu avant, depuis le 11 août, on a toutes les équipes un petit peu du Pacifique, les Fidji, les Samoa, qui sont déjà arrivés sur le territoire pour s'entraîner, pour faire des test matchs, mais maintenant ils sont arrivés dans leur camp de base. Et effectivement, aujourd'hui, là, il y a quelques dizaines de minutes, les Blacks sont arrivés à leur camp de base à Lyon. Quelles activations sont prévues par la SNCF autour de cet événement majeur ? L'activation autour de la Coupe du Monde de rugby pour SNCF, déjà, c'est d'accompagner tous les spectateurs, de faire rayonner l'événement pour le compte de la France, qui est le pays hôte. Bien évidemment, les gares. 600 000 visiteurs étrangers sont 600 000, effectivement, 600 000 visiteurs étrangers. On sait que globalement, un visiteur étranger, il reste quasiment toute la durée de la phase de qualification, où la moitié, il fera certainement l'écart. C'est long, ça veut dire que les étrangers vont venir voir des matchs, mais ils vont surtout visiter la France. Et comment on va les orienter dans les gares? C'est pas simple, même quand on est français. Donc, quand on est étranger, qu'est-ce qui est prévu? L'orientation, elle est de deux ordres. Déjà, il y a la partie signalétique avec laquelle nous avons travaillé fortement avec France 23 pour identifier une signalétique spécifique pour accéder au stade. Et puis après, il y a tout ce que les équipes de Marlène Dolvec, la directrice de Gare et Connexion, a mis en place pour, événementialiser, développer l'information sur le rugby, sur la culture de ce sport, tous ses bienfaits, toutes ses valeurs. Donc voilà, on va décorer énormément et pavoiser les gares aux couleurs de France 23 et de voir le rugby pendant toute cette période. Contrairement au football, où les déplacements pendant les mondiaux se font essentiellement par avion, la Coupe du Monde de rugby se joue en train. C'est un beau signal sur finalement la responsabilité et l'impact. C'était un premier exercice auquel on s'était déjà un peu essayé avec l'Audace en 2007. À l'époque, c'était assez nouveau. C'était la première Coupe du Monde organisée en France. Effectivement, en 2007, c'était la première Coupe du Monde organisée en France. C'était nouveau. Les équipes avaient été pas réticentes, mais étaient assez interrogatives. Et d'ailleurs, elles voyageaient seules dans un train. Alors, ça reste en matière d'empreinte carbone plus intéressant que de prendre l'avion. Mais pour autant, ce n'était pas l'optimal. Quand la FFR et le comité d'organisation ont remporté auprès de World Rugby cette organisation de cette Coupe du Monde cette année, on s'est rapidement rapproché dans déjà le bon souvenir de cette expérience réussie, avec cette conviction très sociétale de se dire comment SNCF peut nous aider sur le sujet. Et donc nous avons travaillé dès 2021 avec France 23
a déjà à réfléchir à comment on pouvait structurer en fonction d'un calendrier, des camps de base, une mobilité raisonnée, sans se dire qu'on interdit la mobilité, hein, c'est toujours un peu le sujet. Et après, comment nous intégrons le mode train dans le déplacement des équipes et de façon assez partielle. C'est aussi ça, hein, toutes les équipes ne peuvent pas prendre que le train, que le bus ou que l'avion. Et donc là, nous sommes très très heureux d'avoir réussi globalement à diviser par 2 l'empreinte carbone du transport des équipes par rapport à ce qu'on a pu faire pour d'autres grands événements internationaux comme l'Euro 2016. La Coupe du Monde de rugby sera propre en France. Propre, il n'y a pas que la mobilité, il y a aussi la logistique. On travaille beaucoup avec Géodis sur ces sujets-là, mais effectivement, dans le bilan carbone d'un grand événement sportif de cette ampleur-là, on sait qu'il est structuré dans son bilan carbone à hauteur de 2/3 au titre de la mobilité et de la logistique. Donc c'est vrai que c'est un levier monstrueux, mais il n'y a pas que ce sujet-là. Question budget, qu'est-ce que ça représente pour la SNCF, un budget de participation à un événement aussi majeur ? Si on parle que des droits marketing, c'est assez simple. Hein. Je veux dire, c'est assez connu dans le sport business, des différents tickets d'entrée. Nous, on se positionne toujours globalement sur le premier rang domestique. Là, on parle à peu près de 6 millions d'euros, hein, grosso modo. Alors, ce n'est pas de l'argent investi directement. Hein. Nous, notre parti pris, c'est d'accompagner au titre de nos services et de la mise à disposition de nos savoir-faire, nos expertises, nos expériences. Typiquement, moi j'ai des collaborateurs qui sont directement plugués au sein du comité d'organisation pour faire profiter le comité d'organisation de nos savoir-faire. Alors bien sûr, il y a beaucoup de voyages en train, il y a beaucoup de voyages en car pour notamment le transport de proximité des équipes. Et puis il y a aussi une grosse partie logistique parce que voilà, il y a un réel besoin. Les équipes ne viennent pas qu'avec leur sac à dos. Il y a un équipement qui est assez conséquent. Alors ça, c'est un investissement, 6 millions d'euros, on l'a à peu près compris. Rassurez-nous, pas de grève pendant ce mondial. Les cheminots sont fans de rugby. Le sujet de pas de grève, bien sûr, c'est un sujet sur lequel on travaille, on regarde, on accompagne. Les cheminots, ils sont attachés à ces grands événements populaires. Il y a une véritable ferveur. C'est quelque chose qui fait partie de nos ADN. Il y a toujours des petits irritants à traiter à droite, à gauche. Sur le plan national, on regarde, et aujourd'hui, on n'a pas de danger majeur. Mais voilà, on est toujours vigilant. Un incident demain, après-demain, pourrait déclencher certaines volontés de faire savoir, de revendiquer des choses. Donc voilà, on reste en France. La SNCF a ses avantages et ses inconvénients. Elle a surtout son patrimoine social. Je pense que voilà, on travaille énormément avec les acteurs locaux pour que justement tout se déroule au mieux. Laurent Guillemette, merci. Merci. Les Parisiens l'ont probablement vu, il trône majestueusement face à la Tour Eiffel sur l'esplanade du Trocadéro. Je parle d'un terrain de squash qui accueille les meilleurs mondiaux. Nous recevons Éric Nizard. Bonjour, c'est vous qui avez monté ce tournoi et donc ce cours éphémère. Bravo parce que c'est magnifique. Comment réussit-on à monter un tel événement ? Bonjour Pierre. Eh bien, faut d'abord être animé d'une passion. Et c'est strictement ça qui nous a animés pendant à peu près 2 ans pour la préparation de cet événement. C'est une grande première. Les meilleurs mondiaux sont réunis. Ce sont quasiment le Roland-Garros du squash à Paris. C'est strictement ça. Alors évidemment, les puristes diront ah non, il faut pas qu'on. Si, c'est ça. On est dans le circuit mondial de la PSA. On a organisé ce qu'on appelle un platinium et on fait maintenant partie du circuit mondial de la PSA. C'est le Roland-Garros du squash. Parlez-moi de l'organisation. Comment on monte ça techniquement ? J'imagine que ça requiert des tonnes de passe-droit, en tout cas pas de passe-droit, mais de droit de l'administration. Vous voyez le lapsus que je fais. Et en termes de budget, comment on y arrive ? C'est très simple. Je voudrais d'abord dire que ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. C'est strictement comme ça que ça a démarré. Probablement que j'aurais eu quelques réticences à me lancer, connaissant les difficultés. Donc oui, c'est difficile. Il faut avoir un réseau important pour pouvoir évidemment avoir accès à ce lieu que nous payons. Hein. Mais il faut avoir un réseau important et c'est comme ça qu'on a obtenu la possibilité de faire cet événement au Palais de Tokyo. Et puis c'est des heures, des journées, des nuits de travail. Comment on rentabilise les droits télé, l'hospitality, le ticketing ? Alors le modèle en fait est assez simple. Donc on a un coût
dont on peut parler. C'est quoi ce coût? C'est à peu près 1,2 million. D'accord. Et il y a, on va dire, 3 axes majeurs de rentrée d'argent, de revenus. Le premier, c'est les institutionnels. D'accord. Donc, on a été aidé par le ministère des Sports, on a été aidé par la région, on a été aidé par un certain nombre d'institutions. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est le sponsoring. Et donc, on a été tout simplement VRP et on a été vendre notre événement auprès d'annonceurs privés ou de partenaires privés. On a tapé aux portes et on a présenté notre projet avec notre passion et on leur a dit, voilà, rejoignez-nous dans l'aventure, c'est quelque chose d'incroyable. Et la troisième source de revenus, c'est tout simplement la billetterie. Combien de personnes? Incroyable. En fait, on est dépassé là aussi. On s'attendait à quelque chose d'un peu plus humble. On est arrivé en billets vendus à hier soir à 5200 billets vendus. On attend sur la semaine à peu près, entre les VIP et les billets vendus, on attend un peu plus de 7000 personnes. Les meilleurs mondiaux sont là. Quelle est la dotation d'un tournoi aussi majeur en squash, y compris même comparativement à du tennis? Alors nous sommes très fiers d'abord d'annoncer que la dotation est absolument égale pour les hommes et les femmes. Donc viennent 48 meilleurs mondiaux hommes et 48 meilleurs mondiaux femmes. La dotation, c'est 175 000 $ pour les hommes à partager et 175 000 $ pour les femmes à partager aussi. Donc c'est à peu près 10 fois moins, 15 fois moins qu'une dotation d'un tournoi du Grand Chelem. Strictement ça. D'accord. Pour un sport qui est absolument magnifique. Alors on parle justement très rarement du squash, c'est assez invisible ce sport je trouve, à la fois sur les antennes des télévisions françaises, voire même dans la presse. Comment ça s'explique? Combien de pratiquants? Dans le monde, je ne pourrais pas dire, mais en France, pratiquants, on est à peu près 200 000 pratiquants en France, d'accord. En termes de licenciés purs, on tourne aux alentours des 20 000. Donc, effectivement... Vous êtes transparent. On est un sport un peu confidentiel. Non, très confidentiel. OK. Et c'était aussi notre objectif, c'était de nous remettre un peu en lumière. Ça a été mon leitmotiv pendant ces 2 ans de travail, c'était de dire, il faut que nous soyons vus, dans un endroit qui soit magique, incroyable, cet écrin, le Palais de Tokyo, et je crois que c'est réussi. Je suis incapable, je connais, je crois, un petit peu le sport, je suis incapable de vous citer un joueur actuel de squash, à l'exception des anciens dont je me rappelle, comme Lincou ou Gauthier. Je suis incapable. Comment se fait-il qu'on n'ait pas fait émerger une génération de jeunes joueurs de squash talentueux? D'ailleurs, est-ce qu'il y en a encore un en quart, en demi ou en finale? Alors, ça c'est intéressant. Thierry Lincou est venu faire une exhibe et il m'a dit, écoute Eric, j'aurais rêvé de pouvoir moi jouer devant la Tour Eiffel. Greg était aussi avec nous, il a fait aussi une exhibe là. C'était des matchs incroyables avec un spectacle incroyable. Dans le top mondial, on a aussi la chance d'avoir un Français, Victor Crouin, numéro 8 mondial, qui est en train de grimper fort. On a des Lorraine qui montent, on a des Mélissa qui sont dans le top. Franchement, la France n'a pas à pâlir. Alors oui, on sait, le squash est un peu dominé par la nation égyptienne, et tant mieux, c'est bien, ils font un bon travail. On sera au rendez-vous pour les années qui viennent. Eh ben, c'est à suivre. Merci Eric Nizar, et encore bravo, félicitations, c'est assez magnifique ce que vous avez réalisé. Merci à vous de nous donner de la lumière. Prenons maintenant l'air du large, direction Caen, avec le départ cette semaine de la solitaire du Figaro, qui pour la première fois porte le nom de son partenaire. Bonjour Thibaut Petit-Huguenin. Bonjour Pierre. Le naming, comment s'appelle aujourd'hui cette course? Alors, elle s'appelle la solitaire du Figaro, Paprec. Alors, pourquoi? La solitaire du Figaro, c'est un monument. On n'y touche pas, donc on ne touche pas à ce bloc-là. Par contre, Paprec vient s'adosser à cette course mythique, légendaire. On connaissait vos bateaux engagés dans différentes courses, on connaissait les skippers que vous soutenez, mais on ne savait pas que vous aviez envie de poser votre nom sur une épreuve. Alors, faut remettre les choses dans leur contexte. Depuis 20 ans, en fait, Paprec est engagé dans la voile. On a sponsorisé en fait des bateaux, comme vous l'évoquiez, sur le Vendée Globe.
On a participé à 4 Vendée Globe, on a gagné 4 Transat Jacques Vabre, on a gagné 2 Barcelona World Race, une course autour du monde en double. On part de là. Donc depuis 25 ans, on creuse notre sillon, la voile. Pourquoi la solitaire du Figaro ? Nous, on a un message écologique hyper fort à porter. Recycler, valoriser les déchets. D'ailleurs, Thibaut, juste d'un mot. Ouais. Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas Paprec. Oui. Son activité, son chiffre d'affaires, son nombre de collaborateurs. Très simple, recyclage et valorisation des déchets, 30 ans d'existence, 13 000 collaborateurs, presque 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et donc un engagement fort pour l'éco-responsabilité. Un engagement hyper fort pour l'écologie, j'allais dire, l'éco-responsabilité, mais l'écologie. Et évidemment, la solitaire du Figaro, c'est une chambre d'écho magnifique pour notre message qui est vraiment à vocation écologique. C'est là où je voulais insister. Le recyclage, la valorisation des déchets, en 3 mots. À la fois préservation des ressources, hyper important, limitation des gaz à effet de serre, et le 3e point, évidemment, c'est les énergies renouvelables. À partir de nos déchets, on peut produire des énergies vertes, et ça, c'est vraiment un message formidable pour le 21e siècle. Pourquoi Paprec est si sportive, pardon. D'abord, c'est une histoire de passion. Paprec, c'est une boîte familiale. J'incarne la 2e génération à côté de mes frères et mon père qui a créé cette entreprise. On est des fans de sport, on ne va pas se le cacher. Et de tous les sports, pas exclusivement la voile. Alors, la voile, effectivement, ça c'est une tradition depuis très longtemps. Et puis maintenant le rugby aussi, on est arrivé il y a quelques années sur le maillot de l'ASM de Clermont-Ferrand. Là aussi, j'allais dire, tout ça est cohérent. Le bateau, franchement, comme sport écolo, on ne fait pas mieux. Un bateau drivé par le vent, franchement, c'est le top. Donc, Paprec qui porte un message écologique, franchement, vous voyez que les 2 ADN se rencontrent parfaitement. Et sur le rugby, là aussi, question de valeur, question de territoire, aussi d'ancrage dans les territoires. Pour ça, on a décidé de sponsoriser Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand et je termine d'un mot, la voile qui intéresse plutôt on va dire la moitié ouest de la France, et le rugby, on complète avec la moitié est qui est un petit peu plus à l'intérieur. La voile, justement, cette implication, elle date d'il y a plus de 20 ans. Qu'est-ce que ça représente en termes d'investissement ? Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous a coûté le naming de cette solitaire qui part qui est partie il y a quelques jours ? Alors ça, c'est une grande question, j'allais dire, que tout le monde pose. Pour moi, les chiffres, ce n'est pas l'essentiel. On a d'abord un message à faire porter à travers la course, un message écologique, je le disais juste avant. Simplement, moi, ce sur quoi je veux insister, on porte des investissements pour améliorer la notoriété et la marque de Paprec, et ça, on le fait sur le long terme. Une boîte familiale comme la nôtre, ça pense sur le long terme. Donc, on creuse notre sillon, la voile, le rugby, depuis 15 ans, 20 ans, on y est. Et on sait que c'est comme ça, et à ce prix-là, qu'on va faire en fait émerger la marque Paprec et gagner en notoriété. Mais alors, vous parlez de prix, mais c'est quoi le prix ? Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, comparativement à ce que peut coûter une équipe sur le Tour de France, que pèse dans le budget de Paprec, à quoi ça correspond, et le naming de cette course. Alors, on va dire qu'une équipe cycliste sur le Tour de France, ça représente à peu près une douzaine de millions d'euros. Donc, c'est des investissements très conséquents. On est bien en dessous de ça, Pierre. Donc, j'allais dire, là aussi, on est sur des investissements raisonnables, raisonnés. Pour vous donner quand même un titre de comparaison, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, notre investissement global, c'est-à-dire à la fois la voile, le projet IMOCA, la solitaire du Figaro, la Transat Paprec, on pourrait en dire un mot, et le rugby, ça représente 0,1% de notre chiffre d'affaires. Donc vraiment 0,1%, et malgré tout, c'est extrêmement captif. Y compris d'ailleurs pour les collaborateurs, dont j'imagine qu'ils adhèrent à la démarche de Paprec. Un mot justement sur la Transat Paprec ? Oui, alors là, projet là aussi hyper novateur, vraiment passionnant. On a décidé de faire monter les femmes au plus haut niveau dans la voile. Et ça, il n'y a pas 36 façons de le faire. Il faut imposer aux organisateurs le fait que les femmes soient sur des courses de très haut niveau. Et c'est ce qu'on a fait sur la Transat Paprec, Concarneau, Saint-Barthélemy. Et bien, départ quand ? Prochaine ? Alors, là, elle a eu lieu en 2023, tous les 2 ans. Donc 2025, on est engagé, et 2027. Et donc 2024, Vendée Globe ?
2024 Vendée Globe. Avec un bateau pas prêt qu'au départ. Avec un bateau pas prêt au départ. Ça fera 20 ans qu'on aligne des bateaux pas prêts sur le départ du Vendée Globe. Donc, comme je vous disais, quand on travaille sur le long terme, c'est évidemment ça. On porte un projet très ambitieux. On a un super skipper, Johan Richaume, un bateau là qui vient de terminer deuxième de la Rolex Fastnet Race. Il faut rester humble. La mer, on l'a appris, ça peut, c'est un élément on ne maîtrise pas tout, mais par contre, on se donne les moyens d'avoir un projet peut-être pour figurer au plus haut dans les résultats du Vendée Globe. Eh bien, on suivra ça. Merci Thibaut Petit-Huguenin. Merci beaucoup, Pierre. Il débarque à peine de New York où se disputait l'US Open de tennis, une quinzaine de la plus haute importance pour la marque de Chicago. Son directeur commercial monde est avec nous. Bonjour Bertrand Blanc. Bonjour Pierre. Pas trop jet-lagué? Un petit peu, mais voilà, le week-end, on va profiter du week-end pour se reposer. Comment s'est passée cette édition 2023? Alors, elle est en cours, donc la première semaine n'est pas encore terminée, mais pour l'instant, ça se passe très très bien. On parle souvent d'une quinzaine de tournois de Grand Chelem, également pour Roland-Garros, mais maintenant, les tournois de Grand Chelem durent 3 semaines, puisqu'il y a la semaine des qualifications. Donc, on en est presque à 2 semaines de tournoi, ça se passe très bien. Voilà, il y a un bel engouement, il y a du public. Je pense qu'on va battre encore des records d'affluence cette année à Flushing Meadows. D'affluence et de vente, qu'attendez-vous en termes de vente d'un événement majeur pour une marque comme Wilson? Alors, c'est surtout de la visibilité, c'est pas de la notoriété, puisqu'on est partenaire du tournoi depuis 1978. Donc on fête les 55 ans du partenariat cette année. Donc le grand public et les fans de tennis connaissent bien sûr la marque et savent que la marque est associée à l'événement depuis beaucoup d'années. Il y a bien sûr des retombées économiques, financières. Il y a des produits estampillés US Open dans la gamme Wilson depuis très très longtemps, notamment la fameuse balle. Qui représentent des ventes importantes pour Wilson, mais ce sont des ventes qui ont lieu toute l'année désormais. Ce ne sont plus des ventes qui ont lieu uniquement pendant la période du tournoi. On vend combien de balles? 100 millions de balles, j'ai vu. Alors dans le monde, oui, toutes marques confondues. Ouais. Aujourd'hui, c'est plusieurs millions pour Wilson uniquement. C'est considérable. On parle de boîtes de balles. Avec nos fournisseurs, on parle de douzaines de boîtes de balles. C'est l'unité de mesure qu'on utilise avec eux. C'est prodigieux. Surtout aux États-Unis, c'est un gros marché de volume. Nos amis américains ont tendance à ouvrir une boîte de balles à chaque partie. Là où nous, en Europe, en France, on les use. On les use, on va les garder pour 2, 3, 4 matchs, parfois plus. Voilà, les Américains sont très consommateurs. Voilà, c'est un produit de grande consommation là-bas. Sur site, sur l'OS Open, quand une marque comme Wilson se déploie, il y a un sujet évidemment de notoriété, vous venez d'en parler, mais il y a quand même un sujet d'héroïne. J'imagine que ça coûte cher un emplacement dans l'enceinte du stade de New York. Combien de chaussures, de sacs, de raquettes se vendent? Et est-ce que c'est contributeur, oui, j'imagine, au résultat? Bien sûr, on a un magasin sur site qui draine des milliers de personnes tous les jours. Donc ça représente des ventes importantes. Une partie de ces ventes est reversée à la fédération américaine. Il y a un rev share avec eux. Bien sûr, ça fait partie du contrat, mais ça représente des ventes intéressantes pour la marque. Ça nous permet de vendre les nouveaux produits, de mettre en valeur les nouvelles histoires, les lancements. On vient de lancer une nouvelle raquette, donc on la met, on communique beaucoup dessus et on l'a mise bien sûr en place et en valeur dans le magasin. C'est tout type de produits, ça va des raquettes à la bagagerie en passant par le textile, vous avez parlé aussi des chaussures, donc tout l'équipement nécessaire aux joueurs et aux joueuses de tennis, ils viennent le chercher dans le magasin Wilson. Il y a aussi un produit phare, en particulier à l'US Open, qui est ce qu'on appelle la Maxi Ball, c'est-à-dire en anglais la Jumbo Balls, voilà, que les fans apprécient beaucoup là-bas, c'est un souvenir. Les enfants, on les voit aussi à Roland-Garros, vont les faire signer, autographer par leur joueur préféré. Ça, c'est un best-seller. Est-ce que vous avez un indicateur, juste quelques chiffres pour nous rendre compte de ce business qui se joue pendant cette quinzaine? Sur une quinzaine, donc qui, en l'occurrence, comme je disais, c'est presque 3 semaines maintenant, on parle d'un chiffre d'affaires compris entre 1 et 2 millions de dollars. Voilà, sur le magasin Wilson. Donc pour des produits qui vont du simple accessoire comme le porte-clés à la boîte de balles ou la bagagerie, etc. Donc on va dire que ça va de 5$, 5-10$ à un produit qui peut coûter jusqu'à 300, 350 au maximum. Voilà. Combien par an Wilson produit de raquettes de tennis? Environ 4 millions.
on va dire grosso modo 1 million de raquettes dites performances, c'est-à-dire pour les joueurs de club qui jouent en compétition. Et les 3 millions restants sont des raquettes plus pour les joueurs occasionnels qui ne jouent que de temps en temps, qui ne sont pas nécessairement affiliés à un club ou qui ne jouent pas en compétition. Quel est l'impact de la sortie sur les ventes, justement, de raquettes de Roger Federer et de Serena Williams? Est-ce que vous avez pu le mesurer? Alors oui, dans les deux cas oui, puisque Roger et Serena faisaient partie des rares joueurs et joueuses sur le marché qui avaient une raquette à leur nom. Ils avaient des raquettes dites autographes. Il y en a eu très peu dans l'histoire du tennis et dans l'histoire de Wilson en particulier. Roger a eu la sienne, la fameuse RF 97, avec laquelle il est revenu sur le circuit en 2017 en gagnant ce fameux Open d'Australie. Et Serena avait aussi sa raquette. Donc on peut mesurer très concrètement, quand ils prennent leur retraite, par la baisse des ventes, l'impact que ça peut avoir pour une marque comme nous. Alors en l'occurrence, RF est toujours une marque, une raquette qui se vend bien, parce que Roger, c'est reste Roger. Les fidèles, les consommateurs nous demandent quand est-ce qu'il y aura une suite à cette raquette. Peut-être dans l'avenir, on y travaille. Et même chose pour Serena, même si les ventes étaient moindres pour la raquette de Serena. En termes de chiffres, ça représente quoi le différentiel de sortie? La raquette de Roger, c'était quelques dizaines de milliers d'unités vendues par an. Voilà. Je pense que pour celle de Serena, je n'ai pas les derniers chiffres en tête, mais on doit être à 10 000 au maximum dans le monde entier. Voilà. Pour celle de Roger, c'était une raquette qui était même... dans certains cas trop vendue, à savoir que c'était une raquette lourde, difficile à jouer. C'était vraiment ses spécificités, c'est-à-dire qu'une raquette de 340 grammes, les amateurs vous le diront, c'est pas évident à manœuvrer. Beaucoup l'ont acheté parce qu'ils la trouvaient belle, parce que c'était la raquette de Roger et qu'ils voulaient avoir, voilà, on va dire, une pièce, un souvenir de lui. Mais ce n'était pas forcément la raquette qui leur convenait le mieux. Donc on en a beaucoup vendu. Parfois trop, dans certains cas, voilà. Mais je pense que ça reste une raquette qui, je pense, se vendra bien. Les entraînements, non, les événements s'enchaînent. Et juste après l'US Open, il y a l'Open de France de padel. Wilson y est très présent. Il y a un match aujourd'hui entre le padel et le tennis. Qui va le gagner? Alors, le padel est très nettement le sport, et c'est d'ailleurs le sport de raquette qui croît le plus au monde. Là-dessus, il n'y a pas match. On parle de taux de croissance d'une année sur l'autre supérieur à 20%. Donc c'est un marché qui est vraiment en très forte expansion. Là où le tennis a eu 2 très belles années pendant la pandémie du Covid, mais qui a retrouvé, on va dire, un niveau plus normal cette année. Donc ça s'est un petit peu tassé. Par contre, bon, le padel a encore beaucoup à faire avant d'atteindre, bien sûr, la taille qu'est le marché du tennis. Mais ça se développe, il y a beaucoup d'intérêt. Des bonnes nouvelles qu'on a eues dernièrement avec la nouvelle que les instances de gouvernance au niveau mondial ont enfin fusionné. Donc ça va permettre, on l'espère, au sport de pouvoir se développer encore plus vite. Encore faut-il qu'il y ait les structures qui suivent au niveau national dans chacun des pays, qu'il y ait des joueurs et des joueuses aussi qui atteignent le haut niveau. On espère que ce sera le cas en France. Ça permettra au sport de gagner en notoriété et puis et d'asseoir son développement. Parce que les fans voudront à un certain moment que les Français et les Françaises brillent. Bertrand Blanc, directeur commercial monde de Wilson, merci d'être venu sur ce plateau. C'est la fin de cette édition de Smart Sport, le rendez-vous des décideurs du sport. À très vite sur Bismart.